Désolé, j'ai accidentellement éraflé tout le côté de ton nouveau SUV. C'est ce qu'a dit mon frère, après que j'ai refusé de lui donner 15 000 € tirés de mes économies. Mon père a haussé les épaules, les voitures, ça serait. Grandis un peu. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mes clés, j'ai regardé mon frère une seule fois, et je suis parti. À 6h50 du matin, il est sorti pour aller travailler, le sourire aux lèvres. Puis il s'est figé, en voyant ce qui était garé derrière sa voiture. La rayure courait depuis l'épaulement de la portière côté conducteur, jusqu'au bord du feu arrière. Une ligne continue, assez profonde pour entailler la couche de vernis, et atteindre la couche d'après en dessous. Je n'ai pas eu besoin de m'accroupir pour la voir. Je pouvais la distinguer à 3 mètres de distance, sous la lumière du Porsche. Un sillon pâle, contrastant avec la peinture bleu nuit. Le genre de dégâts qu'un caddie de supermarché ne peut pas faire. Un caddie rebondit. Un caddie laisse une bosse. Là, il s'agissait d'une clé fermement appuyée, traînée sur toute la longueur du véhicule, par quelqu'un qui n'était pas pressé. J'ai enfoncé mon pouce dans le sillon, près du passage de roue arrière. La peinture s'est écaillée, la presse s'est effritée, et le métal a nu à accrocher la lueur jaune de la lampe du Porsche. Je me suis redressé, et j'ai regardé la maison. La lumière du salon était allumée. L'ombre de Mitch bougeait derrière le rideau, lentement. La posture de quelqu'un qui avait déjà accompli ce pourquoi il était venu, et qui attendait maintenant que ce soit découvert. 40 minutes plus tôt, j'étais assise à la table de la cuisine de mon père. Je mangeais du rôti de bœuf, les mains croisées sur les genoux. Car la conversation avait pris une tournure, à laquelle je n'avais pas l'intention de participer. Mitch était arrivé en retard. Il s'était assis en face de moi, portant toujours le polo de sa tournée de livraison matinale, avec une tache de sauce sur la manche avant même d'être servi. Il a mangé 3 bouchées. Ensuite, il a fait glisser son téléphone sur la table. Comme le font les gens quand ils veulent vous montrer un chiffre, sans le dire à voix haute. Le relevé de carte de crédit. Solde 11 200 €. Le paiement minimum était entouré en rouge, avec l'ongle de son pouce. J'ai besoin de 15 000, a-t-il dit. Son genou rebondissait sous la table. Un rythme que je reconnaissais, à chaque fois qu'il demandait quelque chose à quelqu'un, sans vouloir s'expliquer. J'ai 3 mois de retard sur le loyer. La transmission patine sur la berline. Je te rembourserai d'ici janvier. Janvier. Dans 7 mois. Il a dit ça comme si janvier était une certitude, et non un espoir. Comme si l'argent allait se matérialiser, suite à une promotion ou à une rentrée d'argent inattendue, qu'il aurait déjà organisée. Je savais qu'il n'avait rien organisé. Car je savais que sa cote de crédit était de 510. Et je savais que le solde de son compte d'épargne était proche de 0. Parce que c'est moi qui avais ouvert ce compte pour lui, il y a 2 ans, quand je lui ai acheté la voiture. Là il a posé sa fourchette et m'a regardé. Pas Mitch, moi. De la même façon qu'un manager regarde l'employé qui s'apprête à refuser de faire des heures supplémentaires. Cass, ton frère demande de l'aide. Je l'ai entendu. Et je n'ai pas d'argent à donner, Mitch. Ces mots étaient calmes, et ils étaient vrais. Je gagne 56 000 € par an en traduisant la langue des signes américaine, dans des hôpitaux et des tribunaux. J'avais passé 4 ans à économiser, pour le SUV garé dans l'allée. Il me restait 3 ans de remboursement sur le prêt. Et chaque euro silencieux sur mon compte d'épargne, représentait un voyage que je n'avais pas fait, un dîner que j'avais cuisiné au lieu de le commander, un manteau que j'avais porté un hiver de plus. Cet argent ne dormait pas sur un compte à prendre la poussière. Il dormait sur un compte pour creuser la distance, entre moi et la version de ma vie où quelqu'un d'autre contrôle ce que je garde. Mitch a repris son téléphone. Il n'a pas discuté. Il a repoussé sa chaise, a jeté sa serviette sur l'assiette, et est sorti par la porte latérale vers le jardin. La porte moustiquaire a claqué derrière lui. Là il l'a regardé partir. Puis il m'a regardé de la façon dont il regarde quiconque refuse de faire ce qu'il considère comme évident. Le menton levé, les bras croisés. Un homme notant un examen à sa fille, qu'elle vient tout juste de rater. C'est ton frère, Cass. Il a demandé 15 000 €, Lyle, ai-je répondu. Non. Tu pourrais l'aider, et tu as choisi de ne pas le faire. J'ai pris mon verre, j'ai bu, je l'ai reposé. Bernice se tenait dans l'embrasure entre la cuisine et le couloir.
Sa tasse de café à 2 mains, sans dire un mot. C'est une cantinière d'école, qui a fait carrière en se tenant dans l'embrasure des portes. Sans jamais s'engager d'un côté ou de l'autre. 20 minutes plus tard, j'ai attrapé mes clés sur le comptoir, et je suis sorti. Et la première chose que j'ai vue, c'est la ligne. Pas une éraflure. Une déclaration de guerre, de l'épaulement jusqu'au feu arrière. Sur chaque panneau du côté conducteur. Un tracé continu. Aussi délibéré qu'une signature. J'ai passé mes doigts le long du sillon. Comme on passe la main sur un mur, à la recherche d'un interrupteur dans le noir. Sauf que je ne cherchais rien. Je mesurais. La rayure était plus longue que l'envergure de mes bras. Elle traversait la couche de vernis, la couche de base, et s'enfonçait dans l'après. Ce qui signifiait que la réparation ne se limiterait pas à un coup de polish. C'était une peinture complète du panneau. Des milliers d'euros. Parce que j'avais dit non. Et je savais qui l'avait fait. Car la seule autre voiture dans l'allée, était une berline argentée de 2019, que j'avais achetée 2 ans plus tôt pour 14 000 euros. Immatriculée à mon nom, assurée sous mon contrat. Et remise à mon frère avec la clé et ses mots, au travail. La porte latérale s'est ouverte derrière moi. Là elle s'est appuyée contre le cadre, un cure-dent entre les dents. Et a regardé le SUV comme on regarde une contravention de stationnement. Les voitures, ça serait, casse. Grandis un peu. Tu gagnes 56 000 euros par an à traduire des signes de la main à l'hôpital. Et tu t'achètes un SUV à 58 000 euros, pour prouver je ne sais quoi à des gens qui ne te regardent pas. Tu le gardes dans mon allée comme un trophée. Et après? Tu fais la surprise quand il se fait accrocher. Ton frère fait des livraisons 70 heures par semaine, dans une bagnole dont le voyant moteur est allumé depuis avril. Il te demande 15 000 euros. À sa propre sœur. Parce qu'il a 3 mois de retard sur son loyer. Et que sa transmission patine. Tu as cet argent qui dort sur un compte d'épargne. Mais Mitch ne vaut pas 15 000 à tes yeux. Très bien. Les voitures, ça serait. Quand tu auras appris à partager comme cette famille partage, peut-être que tes affaires arrêteront d'être abîmées. D'ici là. Arrête de considérer un crédit auto comme un trait de personnalité. Bernice se tenait derrière lui dans le couloir. Elle a entendu chaque mot. Elle a regardé le sol. J'ai refermé ma main sur mes clés. Le porte-clés en cuir s'est enfoncé dans ma paume. Celui estampillé d'un seul mot en lettres majuscules. Que ma tante m'avait donné, la semaine où j'avais commencé mon premier emploi à 19 ans. À Théoï, avait-elle dit, en l'accrochant à mon trousseau de clés, à la table de sa cuisine. Tout ce que tu achètes avec ton propre argent, ce porte-clés l'accompagne. Pour que tu te souviennes que ça t'appartient, et à personne d'autre. Elle est décédée 3 ans plus tard. Le porte-clés est resté. Il a été sur chaque trousseau, chaque clé d'appartement, chaque clé de voiture depuis. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je me suis assise, j'ai tiré la porte pour la fermer. J'ai conduit jusqu'à chez moi, sans ajuster le rétroviseur. Parce que je n'avais pas besoin de voir la rayure reflétée derrière moi. J'en avais déjà mémorisé la longueur. Si vous avez déjà vu quelqu'un détruire quelque chose que vous avez gagné à la sueur de votre front. Et ensuite vous blâmer de l'avoir gagné. Restez avec cette histoire. Vous regardez le coin Reddit. Abonnez-vous maintenant, pour ne pas manquer la suite. Ma tante a cumulé 2 emplois pendant 30 ans. Elle a pris sa retraite avec une maison payée, un potager derrière une clôture grillagée, et aucune dette. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais demandé d'aide à personne. Le jour où j'ai commencé mon premier emploi d'interprète dans une clinique médicale, elle m'a fait asseoir à la table de sa cuisine. Et elle a ouvert un petit sac en papier. À l'intérieur, se trouvait le cadeau qu'elle m'avait préparé. Du cuir marron foncé, de la taille d'un pouce. Cousu sur les bords, avec ATOI estampillé sur la face en lettres majuscules. Je ne peux pas te donner d'argent, a-t-elle dit. Mais je peux te donner l'habitude de te souvenir de ce qui est à toi. Quand tu paies pour quelque chose, ça va sur la clé. Quand quelqu'un te dit que ce que tu as payé appartient à quelqu'un d'autre. Ce mot répondra pour toi. Elle a dit ça comme quelqu'un, qui s'était déjà retrouvé à l'autre bout de cette conversation un jour. Avec une personne, qui ne lui avait pas donné cette leçon avec douceur. J'aurais dû arrêter d'aller chez mes parents il y a 3 ans.
Je le sais maintenant, et je le savais probablement à l'époque. Mais savoir quelque chose et agir en conséquence, ce sont deux muscles différents. Et celui qui vous fait entrer dans la même cuisine un samedi sur deux, est plus fort que celui qui dit « arrête ». Là il considère l'absence comme une trahison, et la présence comme une soumission. Si je me présentais pour le dîner, il l'interprétait comme un accord avec tout ce qu'il racontait. Si je restais à la maison, il disait à la famille que j'étais difficile, ingrate. Trop occupé pour les gens qui m'ont élevé. J'ai continué à y aller, parce que je croyais que se montrer était un terrain neutre. Que je pouvais manger du rôti de bœuf, sourire, et partir sans avoir à payer pour ma place. La nuit où Mitch a rayé mon SUV. J'ai appris que se montrer coûte toujours quelque chose. La question est de savoir si on connaît le prix avant de s'asseoir. 2 ans avant ce dîner. Mitch avait besoin d'une voiture. Sa tournée de livraison commençait dans 3 semaines. Son permis était valide, mais son crédit ne l'était pas 510. Je me suis assise à ma table de cuisine, avec mon ordinateur portable ouvert, et j'ai épluché les annonces automobiles pendant 1 heure. J'ai trouvé une berline de 2019 avec 82 000 miles, 132 000 km. Un historique Carfax vierge, et un prix affiché de 14 000 €. Je l'ai mise sur ma carte de crédit. Je l'ai immatriculée à mon nom. Car Mitch avait dit qu'il la refinancerait dans les 6 mois, une fois sa cote de crédit améliorée. J'ai payé l'assurance. 180 € par mois, prélevés sur mon compte courant le 15 du mois. Sur le parking de la concession, je lui ai tendu la clé. Il l'a regardée un instant. L'a retournée dans sa paume, puis il m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que mon frère me prenait dans ses bras depuis des années. Et je me souviens avoir pensé, que si 14 000 € était le prix de ce moment-là, je le paierais de nouveau. Pas de contrat, pas de plan de remboursement, pas d'accord notarié. Juste, au travail. Il a quitté le parking. Et je suis resté là, à regarder la berline s'insérer sur le boulevard. Et j'ai ressenti quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Un sentiment propre et chaleureux, qui vient du fait de résoudre un problème pour quelqu'un qu'on aime, avec de l'argent qu'on a gagné. Ce sentiment a duré environ 3 mois. Jusqu'à la première fois où je lui ai parlé du refinancement. Il m'a répondu qu'il y travaillait. 6 mois plus tard, il y travaillait toujours. 1 an plus tard, j'ai arrêté de demander. Il n'a jamais refinancé. La carte grise n'a jamais changé de nom. L'assurance n'a jamais été transférée. 24 mois de prime, soit 4 320 €. Plus les 14 000 € pour l'achat. Plus les intérêts que j'ai portés sur ma carte, jusqu'à ce que je la rembourse. Je ne tenais pas le compte en continu, parce que je ne montais pas un dossier. J'achetais à mon frère un moyen de gagner sa vie, parce que personne d'autre ne le ferait. Et parce que je pensais que c'était ce que faisaient les grandes sœurs. J'ai appris la différence entre la générosité et le rapport de force, la nuit où il a traîné une clé sur mon SUV. Parce que je refusais de lui donner 15 000 € qui m'appartenaient. Je me suis garé à mon appartement, et je suis resté assise sur le siège du conducteur pendant un moment. Moteur éteint. Sans pleurer, sans trembler. À trier. À faire des calculs plutôt que de gérer des émotions. À empiler des faits plutôt que des griefs. À construire une structure avant de bouger la moindre pièce. J'ai appelé Yara. Elle est arrivée en 20 minutes. Yara est administratrice dans l'hôpital où j'interprète. Elle me connaît depuis ma session d'intégration il y a 4 ans. C'est la personne que j'appelle, quand j'ai besoin de quelqu'un qui nommera ce qui se passe, au lieu de chercher un mot plus doux pour l'atténuer. Elle s'est assise à mon comptoir de cuisine, et je lui ai montré les photos que j'avais prises dans l'allée. 6 images. La rayure sous tous les angles. L'après qui apparaissait comme un os à travers la peau. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a regardé les photos pendant un long moment. Puis elle m'a regardé et a dit, « Il t'a demandé de l'argent. Tu as dit non. Il a détruit ta propriété. Et ton père t'a dit de grandir. Il m'a dit d'arrêter de considérer un crédit auto comme un trait de personnalité. » Yara a posé son verre d'eau sur le comptoir. L'homme qui conduit une voiture que tu lui as achetée. T'a dit de grandir à propos d'une voiture que tu t'es achetée toute seule. Ce n'est pas un désaccord familial, Cass. C'est quelqu'un qui pense que ton argent est le sien, et que tes limites sont des suggestions. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
Je suis allé sur le portail du DMV, et j'ai tapé le numéro de série, VIN, de la berline de 2019. Le certificat d'immatriculation s'est chargé en 6 secondes. Propriétaire, Cassandra. Mon adresse, ma signature. Le nom de Mitch n'apparaissait nulle part sur le document. Je n'avais pas regardé ce document depuis 2 ans. Je l'ai regardé maintenant. Et ce que j'y ai vu n'était pas un titre de propriété. C'était un reçu, pour toutes les suppositions que mon frère avait faites, sur le nom de la personne inscrite sur la chose qu'il conduisait. Mon téléphone a vibré. Un texto de peine. Il habite en face de chez mes parents. 48 ans. Retraité des services postaux. Et la caméra de sa sonnette Ring couvre son porche d'entrée et la moitié de la rue. Le texto disait, Cass. J'ai quelque chose sur ma caméra Ring que tu devrais voir. Je t'envoie le clip. La vidéo s'est chargée dans mes messages 30 secondes plus tard. Yara s'est penchée par-dessus mon épaule, et l'a regardé avec moi. 90 secondes d'image. Horodatage, 19h42. Mitch sortant par la porte latérale. S'arrêtant à l'avant de mon SUV. Vérifiant la fenêtre du salon. Vérifiant encore. Puis fouillant dans sa poche, sortant une clé, et marchant sur toute la longueur du côté conducteur avec le bras tendu. La clé enfoncée dans la peinture à un angle constant. Il ne se pressait pas. Il marchait comme un homme qui finit une corvée. Quand il a atteint le feu arrière, il s'est arrêté. Il a regardé la rayure. Il a remis la clé dans sa poche, et est passé par le portail latéral, pour retourner dans le jardin. Yara a reculé de l'écran. Ce n'est pas une égratignure. C'est 90 secondes de préméditation. J'ai sauvegardé la vidéo sur mon téléphone, mon ordinateur portable, et mon espace de stockage cloud. Ensuite, j'ai répondu à peine, merci. Je risque d'en avoir besoin. Il a répondu, c'est déjà sauvegardé de mon côté. Tiens-moi au courant. Je suis resté assise à la table de la cuisine jusqu'à 23 heures. Mes clés étaient posées sur le comptoir à côté de mon ordinateur portable. Le mot « ATOI » accrochait la lumière de la lampe de bureau. À 23 heures, j'ai appelé la ligne non urgente de la police. J'ai signalé un acte de vandalisme sur mon véhicule. J'ai donné l'adresse, l'estimation des dégâts, le nom du suspect, et j'ai précisé à l'agente que j'avais des preuves vidéo. Elle m'a demandé si le suspect était un membre de ma famille. J'ai répondu oui. Elle m'a dit que quelqu'un ferait un suivi lundi, et m'a donné un numéro de dossier. Je l'ai noté sur un post-it jaune, et je l'ai collé sur le bord de l'écran de mon ordinateur portable. J'ai appelé la ligne de déclaration de sinistre en dehors des heures d'ouverture, de ma compagnie d'assurance. Dégâts estimés, 8200 €. J'ai téléchargé les 6 photos et le clip vidéo. Numéro de sinistre attribué. J'ai appelé Ramsey. C'est un avocat civil, que j'ai trouvé par l'intermédiaire d'un collègue au tribunal où j'interprète. Il n'a pas répondu à 23 h un samedi soir. Alors, j'ai laissé un message vocal. J'ai besoin qu'une lettre de mise en demeure soit rédigée et envoyée d'ici mardi. Vandalisme de véhicule, plus restitution de véhicule. Le total est de 22 520 €. Je vous enverrai la documentation demain matin. J'ai appelé une entreprise de remorquage. J'ai besoin d'une dépanneuse à plateau à cette adresse, demain matin à 6h15. Le véhicule est une berline argentée de 2019. J'en suis la propriétaire en titre. J'ai l'immatriculation et le titre de propriété. J'ai donné le numéro de série, VIN, le numéro de plaque d'immatriculation, et mon nom. Le répartiteur a confirmé, et a précisé que le chauffeur appellerait quand il serait à 10 minutes. J'ai mis mon réveil à 5 heures. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le post-it jaune avec le numéro de dossier brillait sous la lampe de bureau. 5 appels en 90 minutes. La police, l'assurance, l'avocat, la compagnie de remorquage. Et celui que je n'ai pas passé. Celui à Mitch. Celui où j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas pu retirer. Je n'ai pas passé cet appel, parce que la dépanneuse à plateau le dirait à ma place. À 6h15 du matin. Dans l'allée devant la maison. Dans une langue qui ne nécessitait aucune traduction. Je suis allé me coucher. Je me suis réveillé avant le réveil. 4h52, ce genre de clarté matinale,
qui vient quand on sait exactement ce qu'on s'apprête à faire. Et que rien ne nécessite d'improvisation. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à 5h30 du matin, un dimanche fin juin. Le ciel était déjà pâle. L'air assez lourd, pour le sentir sur les bras. Une humidité, qui fait coller la chemise au siège avant même d'arriver au bout de la rue. Les rues étaient désertes. Pas de circulation. Pas de joggeurs. Pas de voisins avec des tuyaux d'arrosage. J'ai garé le SUV de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin. De manière à ce que la rayure fasse face au trottoir, et non à la maison. À 6h15, la dépanneuse a tourné au coin de la rue. Je suis allé à la rencontre du chauffeur. Je lui ai montré mon permis de conduire, l'impression du titre de propriété, et l'immatriculation. Il a hoché la tête, et a fait reculer le plateau dans l'allée. Le positionnant directement derrière la voiture de Mitch. La berline était là dans la lumière matinale, argentée et propre. La même voiture que j'avais remise, avec rien d'autre que de la confiance et une clé. Le voyant moteur qui était soi-disant allumé depuis avril, était invisible. Parce que ça n'avait jamais été un vrai problème. J'avais conduit cette voiture jusqu'au parc de stationnement plus tôt cette semaine-là, et j'avais moi-même passé toutes les vitesses. La transmission fonctionnait parfaitement. Il n'y avait aucun problème de transmission. Il n'y en avait jamais eu. La rampe est descendue avec un fracas qui a résonné contre les maisons. Le chauffeur s'est accroupi derrière la berline. A accroché les sangles aux roues avant, et a actionné le treuil. Le câble s'est tendu. La voiture a avancé d'1 pouce, 2,5 cm. Et puis les pneus avant ont commencé à rouler sur la rampe. Avec un bruit de grincement sourd, qui a porté dans le calme du matin. La lumière d'une chambre s'est allumée, dans la maison voisine de celle de Penn. Un chien a aboyé 2 rues plus loin. Le quartier se réveillait. Et la voiture de Mitch s'en allait. À 6h50, la porte d'entrée s'est ouverte. Mitch est sorti avec son polo de livreur et un pantalon de jogging. La clé de la voiture dans la main droite, son thermos dans la gauche. Il s'est arrêté sur la plus haute marche. Il a vu la dépanneuse d'abord. Puis la rampe. Puis la berline à mi-chemin sur le plateau, les roues avant soulevées du béton. Puis, moi. Debout à côté de la cabine du camion, avec une tasse de café et mes clés. Qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé ma voix égale. De quel côté de mon SUV as-tu accidentellement éraflé hier soir? Il a cligné des yeux. Quoi? Quel côté? Celui que tu as éraflé par accident. C'était le côté conducteur ou le côté passager? Je n'ai pas éraflé ta voiture, Cass. Alors comment as-tu su que je parlais d'une éraflure? Je n'ai rien dit à ce sujet hier soir. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Sa bouche s'est ouverte. Et s'est refermée. Il a regardé la berline sur la rampe. Le treuil tirait toujours, et les pneus arrière quittaient maintenant le sol, un par un, avec un léger claquement, à mesure que chacun quittait l'allée. C'est ma voiture. Je la conduis depuis 2 ans. Tu ne peux pas débarquer comme ça et la prendre. À quel nom est la carte grise? Ça n'a pas d'importance. Tu me l'as donnée. Je te l'ai prêtée. Je l'ai immatriculée à mon nom. Je l'ai assurée à mon nom. Montre-moi un seul document avec ton nom dessus. Il n'a pas bougé. Il n'a pas cherché dans sa boîte à gants, ni son portefeuille, ni son téléphone. Il s'est tenu sur la marche avec son thermos et sa clé de livraison. Et il n'a rien dit, parce qu'il n'y avait aucun titre de propriété à montrer. Il n'y avait jamais eu de titre à son nom. Le titre était dans mon classeur à la maison. Et il y était écrit Cassandra. La porte d'entrée s'est ouverte un peu plus. Là elle est sortie en peignoir. Les cheveux aplatis d'un côté, du dentifrice au coin de la bouche. Bernice est apparue derrière lui dans le couloir, sa tasse de café à 2 mains. Se tenant dans l'embrasure de la porte, de la façon dont elle se tient toujours dans les embrasures. Cass, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il est 6h du matin. Je récupère mon véhicule. La voix de Lyle s'est assombrie. Tu ne prends pas cette voiture. C'est la voiture de Mitch. Ce n'est pas sa voiture, Lyle. Il l'a conduit depuis 2 ans sur ma carte grise, mon assurance, mes paiements. C'est la voiture de Mitch. De la même manière que cette allée est à moi parce que je m'y gare.
Cette voiture est immatriculée au nom de Cassandra. Je l'ai achetée il y a 2 ans pour 14 000 €. Parce que la cote de crédit de Mitch était de 510. Et qu'aucun prêteur ne l'aurait approuvé. J'ai effectué chaque paiement. Je paie l'assurance. 180 € par mois. 24 mois. 4 320 € au total. Le nom de Mitch n'apparaît pas sur le titre, l'immatriculation, ou la police d'assurance. Cette voiture est à moi. Elle l'a toujours été. La porte d'entrée de Penn s'est ouverte de l'autre côté de la rue. Il s'est avancé sur son Porsche en chemise de flanelle, avec son café. Observant. Sans interrompre. Présent. Le genre de témoin qui n'a pas besoin de parler, car la caméra de sa sonnette a déjà parlé pour lui. Là elle est descendue du Porsche, sur l'allée. Bon, attends 1 minute. On peut s'arranger. Mitch s'excusera. Il paiera les réparations. Il n'y a aucune raison d'amener une dépanneuse dans mon allée à 6 heures du matin. Payer pour les réparations avec quoi? L'argent de ses paris ou son loyer impayé? La mâchoire de Lyle s'est crispée. De quoi parles-tu? Il n'y a rien à arranger. J'ai sorti mon téléphone. J'ai tourné l'écran vers Mitch. Ça, c'est les images de la sonnette de Penn d'hier soir. 19h42, la vidéo a démarré. Silencieuse. Mitch sortant par la porte latérale. Faisant une pause. Vérifiant les fenêtres. La clé dans sa main droite. Marchant sur toute la longueur du SUV, le bras tendu. Assuré. La clé s'enfonçant dans la peinture, comme on appuie un stylo sur du papier, quand on pense chaque mot. 90 secondes. Chaque panneau. Mitch s'est regardé à l'écran. Son visage est passé par 3 stades, le temps que la vidéo se termine. La confusion. Parce qu'il avait oublié l'existence de la caméra. La reconnaissance. Parce que les images étaient indéniables. Et puis quelque chose de plus petit, et de plus silencieux. L'expression que j'ai vue dans les salles d'audience. Quand un accusé regarde ses propres images de vidéosurveillance pour la première fois. Et réalise que la caméra était là avant lui. Mitch a demandé 15 000 €. Je regardais Lyle maintenant. Il t'a dit que c'était pour le loyer. Et une transmission. Son loyer a 3 mois de retard. Cette partie est vraie. 4 200 €. La transmission. J'ai conduit cette voiture jusqu'au parking cette semaine. Les vitesses passent très bien. Il n'y a pas de problème de transmission. Il n'y en a jamais eu. Les 15 000. C'était pour rembourser 11 200 € de dette de carte de crédit. Issu de paris sportifs en ligne. Mitch parie depuis l'automne dernier. J'ai fait une pause. Le menton de Lyle était relevé. La posture d'un homme qui s'apprête à nier. Mais je n'avais pas fini. Tu le savais. Lyle. Son propriétaire a appelé cette maison il y a 3 semaines. Cherchant un paiement de loyer. Un appel de 8 minutes sur le téléphone fixe. C'est toi qui as répondu. Tu ne me l'as jamais dit. Tu savais que Mitch pariait. Et tu savais que le loyer était impayé. Et tu t'es assis en face de moi à cette table hier soir. Et tu l'as laissé me demander 15 000 €. Pour couvrir un problème que vous cachiez tous les deux. Tu m'as demandé 15 000 €. Parce que tu avais trop honte de m'avouer que ton fils flambe l'argent de son loyer au jeu. Et quand j'ai dit non. Il est sorti, et a rayé chaque panneau d'un véhicule à 58 000 €. Que j'ai acheté avec 4 ans d'économie. Et 3 ans de remboursement de prêt. Ce n'est pas une simple égratignure. C'est 8 200 € de dégâts. Penn a les images. Ramsey en a une copie. La police en a une copie. Mon expert en assurance en a une copie. Si vous avez déjà regardé quelqu'un réaliser que toutes les portes qu'il pensait ouvertes, se verrouillaient en même temps. Continuez à regarder. C'est le coin Reddit. Les mains de Lyle se sont posées à plat sur ses cuisses. Les doigts s'enfonçant dans le jean. Comme s'il essayait de se maintenir sur une chaise qui n'était pas là. Sa bouche s'est ouverte. Le début d'un « mais attends » a commencé dans sa gorge. Mais le deuxième mot est mort quelque part derrière ses dents, et n'est jamais sorti. Il a tourné la tête vers Bernice, dans l'embrasure de la porte. Cherchant le sauvetage qu'elle apportait toujours.
La douce déviation. Le « calmons-nous tous » qui transformait chaque confrontation en une impasse. Elle regardait le sol. Sa tasse de café était toujours entre ses deux mains. Et elle n'avait pas pris une seule gorgée, depuis qu'elle était arrivée à la porte. Sa main droite s'est tendue vers sa poche arrière. Le réflexe d'un homme qui a passé toute sa vie à croire que les problèmes ont un prix, et que ce prix peut être négocié. La main s'est arrêtée à mi-chemin. Est restée suspendue en l'air une bonne seconde. Puis est retournée le long de son corps. Il n'y avait rien dans son portefeuille, ni dans son chéquier, ni dans sa voix, qui puisse couvrir le montant de la lettre de mise en demeure. Je me suis tourné vers Mitch. Il était sur la dernière marche maintenant. Le thermos toujours à la main. Le polo de livraison froissé au col, là où il avait dormi avec. Tu as dit que je considérais un crédit auto comme un trait de personnalité. Eh bien moi, j'ai traité ton fils comme un membre de ma famille. Je parlais à Lyle, mais je regardais Mitch. Je lui ai acheté une voiture de 14 000 €, parce que sa cote de crédit est de 510. J'ai payé son assurance pendant 2 ans. 4 320 €. La femme qui traduit des signes de main. Est la seule personne dans cette famille dont les mains ont construit quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et l'homme qui fait des livraisons, dans une voiture qu'il n'a jamais payée, a décidé que quand sa sœur disait non, la bonne réponse était de traîner une clé sur sa carrosserie. La voix de Mitch s'est brisée. Je suis désolé. D'accord. J'étais en colère. Je n'aurais pas dû toucher à ta voiture. Je paierai les réparations. Rends-moi juste ma voiture. 6 mois. J'aurai l'argent dans 6 mois. Tu as dit 6 mois quand je l'ai acheté. C'était il y a 2 ans. Cette fois, je suis sérieux. Je vais contracter un prêt. Je vais refinancer. Tu viens de m'entendre dire que ta cote de crédit est de 510. Aucun prêteur ne te touchera. Tu ne peux pas refinancer quelque chose que tu ne possèdes pas. J'ai ressorti mon téléphone, et je l'ai tourné vers lui une deuxième fois. Les images de peine ont été rediffusées. Les mêmes 90 secondes. La même démarche. La même clé. Les images étaient silencieuses, et ce silence parlait plus fort que tout ce que Mitch venait de dire. Ramsey en a une copie. L'officier qui a rédigé le rapport hier soir aussi. Ce n'est pas une conversation sur les excuses, Mitch. C'est une conversation sur le titre de propriété et l'assurance. Et le titre dit Cassandra. J'ai regardé Lyle. Ses mains n'avaient pas bougé. Bernice était toujours dans l'embrasure. Toujours en train de regarder le carrelage. Penn se tenait de l'autre côté de la rue, sur son porche. Le café serré contre sa poitrine. Sa présence aussi immuable que la caméra qui avait tout enregistré. C'est la dernière voiture que j'achète pour qui que ce soit dans cette famille. La dernière prime d'assurance que je couvre. La dernière fois que je dis non, et que quelqu'un ait ma propriété en guise de punition. Ramsey livre la lettre de mise en demeure mardi. 22 520 €. Réparation. Valeur de la voiture, assurance, frais de justice. 30 jours. Le chauffeur de la dépanneuse a fini d'arrimer la berline, et a relevé la rampe. Les chaînes se sont tendues. Le système hydraulique a sifflé. La berline que Mitch avait conduite pendant 2 ans. La voiture que j'avais achetée. La voiture avec mon nom sur chaque document qu'il avait jamais touché. S'est soulevé de l'allée. Et s'est retrouvé sur le plateau d'un camion. Devant la maison où mon père m'avait dit d'arrêter de traiter un crédit auto comme un trait de personnalité. Tu as dit que les voitures ça serait. J'ai pris mon café sur le pare-choc de la dépanneuse. Le porte-clés pendait à mes clés. Le mot ATOI, captant le soleil matinal. Sa voiture est sur une dépanneuse. La carte grise est à mon nom. On ne peut pas rayer ce qu'on ne possède pas, j'ai marché jusqu'au SUV. J'ai ouvert la portière. Je me suis assise sur le siège du conducteur. La rayure était de mon côté de la voiture. Et en fermant la portière, je pouvais voir le sillon pâle dans mon rétroviseur. Un dernier regard, sur les dégâts causés par mon frère. Parce que j'avais refusé de financer l'addiction, que mon père l'aidait à cacher. J'ai démarré le moteur. Le chauffeur de la dépanneuse est monté dans sa cabine, et le moteur diesel s'est mis en route. Avec un son qui a résonné dans tout le pâté de maison.
Mitch était toujours debout sur la dernière marche. Là il était sur le chemin en peignoir. Bernice s'était retirée de l'embrasure de la porte, pour entrer dans la maison. Et la porte d'entrée était à moitié fermée derrière elle. Penn a levé sa tasse de café depuis l'autre côté de la rue. Un petit geste. Pas un salut militaire. Juste une reconnaissance que ce qui devait arriver, était arrivé. Et que la caméra avait tout vu. La dépanneuse a démarré derrière moi, la berline attachée à son plateau. La peinture argentée accrochant la lumière du matin alors qu'elle tournait au coin de la rue. Pas un coup de klaxon, pas un signe de la main, pas un regard en arrière. La dépanneuse m'a suivi jusque chez moi, et personne dans cette allée n'a dit un mot. J'ai failli lui donner l'argent. La nuit où il me l'a demandé. Assis en face de moi, avec de la sauce sur sa manche, et son genou qui rebondissait sous la table. J'ai failli prendre mon téléphone, et ouvrir l'application bancaire. Mes clés étaient sur le comptoir, à côté de mon verre d'eau. Le mot ATOI tournait vers le haut. Et la voix de ma tante est revenue. Comme elle le fait toujours, quand quelqu'un me demande de donner ce que j'ai gagné. Tout ce que tu achètes avec ton propre argent. Ce porte-clés l'accompagne. Les 15 000 étaient à moi. Ce mot estampillé était là pour me le rappeler. J'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai failli ne pas appeler l'entreprise de remorquage. Il était presque minuit et j'étais fatigué. Et la part de moi qui avait passé 29 ans, à être la sœur responsable, voulait attendre. Donner à Mitch une chance de se confesser. Laisser le matin adoucir les angles. Puis j'ai entendu la voix de Yara. Quelqu'un qui pense que ton argent est le sien, et que tes limites sont des suggestions. Si les limites sont des suggestions, récupérez le titre de propriété et la correction. J'ai composé le numéro. J'ai failli laisser les images sur le téléphone de Penn. Les preuves sont un fardeau, et les porter signifie qu'il faut décider quoi en faire. Mais la rayure courait de l'épaulement jusqu'au feu arrière. À travers la couche de vernis, dans l'après. Au-delà de tout ce qui protège le métal en dessous. Pas un choc. Pas une éraflure. Une ligne tracée avec colère, sur quelque chose que j'avais gagné avec des années de travail, dont je ne parlais jamais. Les images prouvaient que la colère était préméditée. Une colère préméditée n'est pas un désaccord familial. C'est un crime. J'ai sauvegardé la vidéo à 3 endroits, et je n'en regrette aucun. Le mardi, Ramsey a envoyé la lettre de mise en demeure par courrier recommandé. 22 520 €. 8 200 € pour la réparation du SUV. 14 000 € pour la récupération du véhicule à sa juste valeur marchande. 320 € pour le remorquage. Délai de réponse de 30 jours. Le nom complet de Mitch sur la première ligne. L'entête de mon avocat tout en haut. J'ai annulé la police d'assurance de la berline la même semaine. Ma police. Mon nom. Mon droit d'annuler. Le prélèvement mensuel de 180 € s'est arrêté. La berline était sur mon parking, et non sur une route. Et elle n'avait plus besoin d'être couverte à mon nom. Le 2 juillet, 11 jours après la confrontation, Floyd a appelé Mitch. Floyd est le frère aîné de Lyle. 52 ans. Électricien, qui organise le barbecue du 4 juillet de la famille chez lui, depuis 9 ans consécutifs. Il dit ce qu'il pense une fois, et ne se répète pas. L'appel a duré 4 minutes. J'en ai entendu parler la semaine suivante, par une amie de la femme de Floyd. Ton père m'a parlé de la voiture. Des 2 voitures. Je t'appelle parce que le barbecue est chez moi cette année. Et que ton nom ne figure pas sur la liste. Pas à cause de la rayure, Mitch. Parce que tu as demandé 15 000 € à ta sœur. Et quand elle a dit non. Tu t'en es pris à son SUV avec une clé. Chez moi, ça ne s'appelle pas un désaccord. Ça s'appelle de la destruction. Tu veux être de nouveau sur la liste? Tu répares ce que tu as cassé. Tu paies ce que tu dois. Jusque-là, ne viens pas. Floyd a raccroché. Mitch ne l'a pas rappelé. Il n'a pas envoyé de texto. Il ne s'est pas pointé à la porte de Floyd avec des excuses, ou un pack de bière. Ou une histoire sur la façon dont toute l'affaire était un malentendu. Il est resté dans son appartement et n'a rien fait. Car ne rien faire était la seule compétence que mon frère avait pratiquée avec constance pendant 26 ans. Le 4 juillet, le jardin de Floyd comptait 31 personnes. Des chaises pliantes,
un fumoir qui tournait depuis l'aube, et une glacière près de la clôture. Mitch ne faisait pas partie des invités. Lyle est venu seul. Il est resté près du barbecue pendant 20 minutes, sans parler à personne. Il a mangé une assiette de poitrine de bœuf debout, et est parti avant le début des feux d'artifice. La femme de Floyd a dit à son ami que Lyle avait l'air d'un homme qui assistait à une fête, où tout le monde savait quelque chose sur sa famille qu'il n'avait pas accepté de partager. À la fin de la première semaine, Mitch avait appelé Lyle 3 fois, pour lui demander de lui emprunter son camion pour ses tournées de livraison. Le camion de Lyle était un véhicule de société, du magasin de plomberie, et ne pouvait pas être utilisé à des fins personnelles. Mitch a appelé 2 amis du lycée. L'un d'eux a dit que sa voiture était au garage. L'autre n'a pas répondu. Au 4 juillet, Mitch avait manqué 3 créneaux de livraison en 10 jours. Son travail nécessitait un véhicule personnel. Et son véhicule personnel était sur un parking derrière mon immeuble, en attendant d'être vendu. Il avait utilisé des applications de covoiturage, pour se rendre au centre de distribution tous les matins. 34 € l'aller. 68 € par jour pour faire un travail, qui payait 38 000 € par an avant impôt. Le calcul était intenable, et la situation empirait. L'application de livraison lui a envoyé un avertissement de suspension le 3 juillet. 3 créneaux manqués. Un de plus, et sa tournée passe au prochain livreur dans la file d'attente. La lettre de mise en demeure trônait sur la table de sa cuisine. 22 520 €. À côté, 3 mois de relance de loyer impayés. Totalisant 4 200 €. À côté de cela, des relevés de cartes de crédit. 11 200 € de frais de jeu. Issus d'applications de paris sportifs en ligne, qu'il utilisait depuis septembre dernier. La colonne de chiffres sur cette table n'avait pas de somme qu'il puisse atteindre. Et aucun plan de paiement auquel il pouvait prétendre. Le 14 juillet, 3 semaines après la confrontation. Mitch est entré dans une agence de la coopérative de crédit de la rue Elm. Et s'est assis dans le hall d'entrée, attendant un conseiller clientèle. Il demandait un prêt automobile. 8 000 € pour une berline d'occasion de 2015, qu'il avait trouvée sur Internet. Assez pour se remettre sur la route. Assez pour sauver sa tournée de livraison. Assez pour arrêter de dépenser 68 € par jour, pour des trajets qu'il ne pouvait pas se permettre. Le conseiller financier a vérifié son dossier de crédit. L'écran s'est chargé, et le chiffre est revenu, comme toujours. Net et définitif. Aucune contestation possible. 510. Le même score qu'il avait il y a 2 ans. Le même chiffre qui l'avait poussé à venir à ma table de cuisine. Me demandant de lui acheter une voiture, car aucune banque ne le ferait. 2 ans à conduire un véhicule payé par quelqu'un d'autre. 2 ans d'assurance couverte par quelqu'un d'autre. Et les 3 chiffres qui avaient déclenché toute cette chaîne, n'avaient pas bougé d'un seul point. Il n'avait pas payé une seule facture à temps. N'avait pas clôturé un seul solde. N'avait rien fait pour faire basculer ce chiffre dans un sens ou dans l'autre. Le score était exactement là, où il l'avait laissé. Je suis désolé, a dit le conseiller en fermant le dossier. Nous ne pouvons pas approuver cette demande pour le moment. Vous êtes le bienvenu pour refaire une demande, après 6 mois de paiement ponctuel sur vos comptes existants. Mitch est resté assis dans le hall pendant 3 minutes, après le départ du conseiller. La chaise en plastique a grincé, lorsqu'il a bougé. La climatisation bourdonnait au-dessus de lui. Et la lumière venant de la vitrine avant, est tombée sur la lettre de refus sur ses genoux. Une femme est passée devant lui en se dirigeant vers le guichet. Ses clés tintant dans sa main. Des clés de voiture. Le son ordinaire, d'une personne qui pouvait se conduire elle-même, partout où elle avait besoin d'aller. Il était venu ici en covoiturage. Le reçu était encore sur son téléphone. Il en prendrait un autre pour rentrer chez lui. 34 €. Encore 34 € ajoutés à la colonne qui ne cesse de s'allonger. Il avait l'habitude de venir à cette agence dans une berline argentée. Se garer le long du trottoir, et entrer comme un homme qui a des options. Il n'avait plus la voiture. Il n'avait pas le score de crédit pour la remplacer. Il n'avait plus la sœur qui la lui avait achetée. Et le chiffre, qui prouvait qu'il ne pouvait pas l'acheter lui-même, était resté le même pendant 730 jours. Là il ne m'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. L'homme qui m'a dit que les voitures se rayaient.
A un fils qui ne peut pas se rendre au travail. Une lettre de mise en demeure sur sa table de cuisine, qu'il ne peut pas l'aider à payer. Un frère qui a quitté son barbecue au bout de 40 minutes. Parce que l'absence des personnes qu'il a laissé tomber, était plus bruyante que les feux d'artifice. Et une femme, qui n'a pas prononcé mon nom depuis le matin où la dépanneuse est passée. Bernice m'a envoyé un texto. 8 juillet, j'espère que tu sais que ton père t'aime. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu une deuxième fois. Parce que je voulais m'assurer de ne pas mal interpréter sa simplicité. 11 mots et un point. Comme si le problème entre nous était un malentendu sur les sentiments. Plutôt qu'un homme regardant son fils détruire la propriété de sa fille. Pour ensuite lui reprocher de la posséder. Je n'ai pas répondu. L'amour ne se tient pas dans l'encadrement d'une porte, en regardant le sol. Pendant que quelqu'un qualifie la carrière de sa fille de « signe de main ». Ses économies de « poussière ». Et ses limites de défaut de personnalité. L'amour ne permet pas que l'on justifie 90 secondes de vandalisme, par une leçon de partage. L'amour entre dans la pièce où en sort. Mais il ne reste pas sur le pas de la porte. Faisant semblant que le couloir est un terrain neutre. Samedi matin, 4 semaines après le dîner. Mon porte-clés près de la porte d'entrée de mon appartement. Celui que ma tante aurait approuvé, parce qu'il est simple. Et qu'il retient ce qui compte. Le trousseau de clés du SUV pend au crochet du haut. Le porte-clés en cuir capte la lumière matinale à travers la fenêtre. Le mot ATOI, estampillé dans le cuir qui s'estompe sur les bords. L'usure de 10 ans de poche, de démarreur et de porte-clés. Mais le mot est toujours clair, et les coutures tiennent toujours bon. Je regarde par la fenêtre. Le SUV est sur le parking en bas. Bleu nuit. La rayure est toujours visible sur le côté conducteur. Mais la réparation est prévue pour lundi. L'atelier de carrosserie a approuvé la peinture complète et la couche de vernis. Et l'expert en assurance a validé le devis. D'ici mercredi, la peinture sera neuve. Et personne qui la regardera, ne saura qu'il y a un jour eu un sillon à cet endroit. La berline de 2019 est garée sur ma deuxième place de parking. Argentée, propre, affichant maintenant 86 000 miles, 138 000 km, au compteur. Je vais la vendre le mois prochain. Ou en faire don. Ma décision. Ma voiture. 2 véhicules sur le parking. Un seul nom sur les 2 cartes grises. Tous 2 appartenant à la femme, qui traduit les signes de la main à l'hôpital. Et qui a acheté chaque pièce de ces véhicules, avec l'argent qu'elle a gagné. Et gardé. Mitch est dans son appartement, sans voiture. Sans tournée. Sans prêt approuvé. Et avec une lettre de mise en demeure, à laquelle il ne peut pas répondre. Le score qui a tout commencé, et le score qui le maintiendra exactement là où il est. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait. À savoir, s'en sortir par ses propres moyens. Sans que quelqu'un d'autre ne signe les papiers. Là elle est dans sa cuisine avec un cure-dent. Et une femme, qui a cessé de se tenir dans l'embrasure des portes. Car ces embrasures ne mènent nulle part où elle a envie d'aller. La liste des invités pour le barbecue de Floyd l'année prochaine est déjà fixée. Et le nom de Mitch n'y figure pas. Si vous avez déjà acheté un moyen de transport à quelqu'un, pour aller travailler. Et qu'ils vous ont remboursé en détruisant quelque chose que vous avez gagné à la sueur de votre front. Vous savez ce qu'il en coûte de cesser d'être généreux. Abonnez-vous. Pour que la prochaine histoire de Le Coin Reddit vous parvienne dès sa sortie. Yara m'a envoyé un texto hier soir. Dîner jeudi? J'ai dit oui. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Ni si j'avais eu des nouvelles de mes parents. Elle a proposé un dîner, parce que Yara comprend, que la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un qui vient de réaffirmer ses limites. C'est de le traiter comme une personne qui a des limites. Pas comme un patient qui se remet d'une intervention chirurgicale. La rayure sur mon SUV sera recouverte de peinture. La peinture sera identique, et la couche de vernis va sécher. Et d'ici l'été prochain, le panneau de carrosserie aura l'air sorti d'usine. Mais le nom sur la carte grise de la berline ne changera pas. Il n'a jamais porté le nom de Mitch. Et il ne le portera jamais. La voiture qu'il a conduite pendant 2 ans. L'assurance que j'ai payée pendant 24 mois. Les 14 000 que j'ai dépensés, parce que sa cote de crédit était trop basse pour s'acheter un accès à la route. Tout cela m'appartenait,
du premier euro à la dernière signature. Tout ce que j'achète avec mon propre argent est lié à la clé. Le mot gravé dessus répond pour moi quand quelqu'un l'oublie. À toi.